Aloha, j'espère que vous allez bien. À votre demande, je fais la suite sur toutes ces disparitions oubliées. Sylvie Guilhem-Jouan. Elle est née le 16 mai 1956 à Dijon. Elle a disparu le 14 juillet 2001 à Port-la-Nouvelle. Elle était en vacances depuis 3 jours avec son mari, chez sa belle-mère. Le matin, elle est partie se promener sur le bord de mer, comme elle avait l'habitude de le faire. À 8h10, elle a laissé un mot sur la table, indiquant qu'elle a une grande envie de marcher et qu'elle sera de retour au plus tard vers 14h. Depuis, personne n'aura plus de ses nouvelles. Elle est partie sans ses papiers d'identité. Sylvain Rebillet. Il est né le 13 novembre 1973 à Vitry-sur-Seine, dans le 94. Il a disparu le 21 février 2002 à Montgeron, dans le 91. Il mesure 1m94. Takao Munakata. Il est né le 23 février 1981 à Issy-les-Moulineaux dans le 92. Il a disparu le 6 janvier 2003 à Honfleur dans le 14. Il mesure 1m70. Il a disparu sans aucune explication. Il est parti comme s'il allait à ses cours au Greta de Vernon, dans le 27. Sa voiture a été retrouvée à Honfleur dans le 14, sur le parking du pont de Normandie. Ses effets personnels étaient correctement rangés dans le coffre, les portières fermées à clé. Depuis, plus personne n'a eu de ses nouvelles. Valérie Guigues. Elle est née le 26 novembre 1962 à Halle, dans le 13. Elle a disparu le 16 janvier 2000, les Pras village en Suisse. Valérie était originaire d'Alès. Elle avait fait ses études à Marseille et Digne, où le nom de Guigues était alors très familier. Elle adorait la gymnastique. Elle prendra goût aussi à la randonnée en montagne en Suisse. C'est là qu'elle s'installe comme infirmière à Sillon. Et c'est là, en août 1999, qu'elle rencontre Francis Mougel, prof de maths à Chamonix, français lui aussi, amoureux de montagne qu'il connaît aussi bien que l'arithmétique. La relation dure 5 mois, jusqu'au 16 janvier 2000, jour à partir duquel le couple ne devient plus qu'un souvenir pour les proches. Valérie disparaît, son compagnon avec elle. Accident, assassinat ou disparition volontaire? La police suisse enquête alors, ainsi que la police française. Francis Mougel, dit-on, sortait d'une séparation difficile. Enlèvement, assassinat? La piste est vite abandonnée. On évoque alors l'accident, une randonnée en montagne qui a mal tourné. On parle d'un chemin à risque, d'un glacier, d'une chute qui aurait été fatale, mais pas de témoignages convaincants dans l'entourage. Au contraire, les proches de Francis haussent les épaules. Ils connaissaient trop bien la montagne pour être aspirés par une crevasse. Puis, il y avait trop de neige ce jour-là pour sortir. Vers où chercher alors? Puis, qui peut-on faire parler? La voiture, il est peut-être là l'élément le plus troublant. Un mois après, on retrouve leur véhicule dans un parking privé, au pied des montagnes, dans la commune de Tasse. Le couple s'est garé avant de grimper vers un destin funeste. Affaire résolue, non? Au lendemain de la disparition, la police cantonale avait déjà fouillé ce même parking. Et la voiture n'y était pas. Les enquêteurs des 2 pays sont perplexes. Mais ils ne cherchent pas à privilégier la piste de l'accident, constatant que toutes les affaires de montagne de Valérie sont restées chez elle. Alors, la France classe le dossier, délivrant par la même occasion un certificat de décès à l'épouse de Francis, pour faciliter les démarches administratives. La Suisse s'accroche à l'affaire quelques années encore, mais le temps qui passe est un redoutable ennemi qui épaissit un peu plus le mystère. Valérie est toujours portée disparue. Thierry Lelgouarche, né le 31 août 1960 à Pont-l'Abbé, dans le 29. Il a disparu le 23 novembre 2001 à Plomeur, 29. Il mesure 1m75. Valérie Tellier. Elle est née le 21 mai 1969 à Amiens dans le 80. Elle a disparu le 20 janvier 2004 à Salouel dans le 80. Elle mesure 1m70.
Elle a disparu vers 16 heures à Salouel, dans le 80, avec sa voiture Renault Clio grise. Elle n'a pas ses papiers d'identité, ni les papiers du véhicule. Véronique Moquet, née le 4 avril 1965 à Luçon dans le 85. Elle a disparu le 14 juin 2002 à Caen dans le 14. Elle mesure 1,68 m. Isabelle Poulain, née le 11 mai 1966 à Béton dans le 35. Elle a disparu le 1er novembre 2006 à Nantes. Elle mesure 1,60 m. Elle était hospitalisée à sa demande en secteur psychiatrique. L'hôpital la signale disparue le 1er novembre et le 8 novembre 2006, sans que la police de Nantes ne réagisse. C'est la mère d'Isabelle qui décide d'intervenir auprès des gendarmes de sa commune en Bretagne, afin que l'avis de recherche soit diffusé. Sophie Potier, elle est née le 23 mars 1968 à Landerneau dans le 29. Elle a disparu le 6 décembre 2006 à Brest. Elle mesure 1,63 m. Elle séjournait au centre de soins Caire d'Igor de Brest. Elle a été vue pour la dernière fois dans sa chambre le 6 décembre 2006 à minuit 45 par le personnel du centre. Elle a tenté de passer un appel téléphonique depuis son portable à 1h32, appel relayé par l'antenne de la rue du Vercors, près de la place de Strasbourg à Brest. Suite à l'avis de recherche passé dans la presse locale, une personne répondant à son signalement aurait été vue à Guipava, secteur du parc botanique de Stang à l'Ar, en limite Brest-Guipava. La famille de Sophie a créé un blog suite à sa disparition. Georges Rado Salgelvik, né le 26 juillet 1977 à Pont-Audemer, dans le 27. Il a disparu le 7 août 2002 à Chicago, aux USA, Illinois. Il mesure 1,80 m. Il est parti de Rennes pendant ses vacances d'août 2002 pour aller aux États-Unis quelques jours à Chicago dans une auberge de jeunesse et ensuite se rendre quelques jours au Canada, là aussi dans une auberge de jeunesse. Il est bien arrivé le 5 août 2002 à l'auberge de jeunesse Hotel Inn International de Chicago, Illinois. Il ne s'est pas présenté le 16 août 2002 comme prévu au Canada à l'auberge de jeunesse Mackay. Ce n'est que le 26 août 2002 que son absence a été constatée lors de son retour théorique de vacances à l'école de Saint-Cyr à Coty-Quidam dans le 56. Ses amis militaires, élèves officiers de sa promotion, sont allés dans Rennes pour essayer de trouver sa voiture. Elle est restée introuvable jusque vers le 10-12 septembre 2002. Ils l'ont retrouvée à la Fourrière de Rennes. Elle était garée dans une rue, il y a eu des travaux et elle a été déplacée par sécurité. Au moment du tueur fou, sniper aux USA en octobre 2002, Georges a été accusé d'être ce tueur. Une enquête du FBI a été diligentée sur Chicago. Ce n'est qu'à la deuxième perquisition dans l'auberge de jeunesse que ses effets personnels ont été retrouvés dans le coffre de l'auberge. C'est étrange qu'il soit parti sans ses affaires personnelles. Il y tenait. Depuis, plus aucune nouvelle de Georges. Laurent Michenet. Il est né le 1er janvier 1967 à Paris. Il a disparu le 23 février 1989 à Pessac. Il mesure 1,75 m. Il partait pour la faculté. Il ne s'y est jamais rendu. Son véhicule a été retrouvé par la gendarmerie une semaine plus tard, à 60 km de chez ses parents. Depuis, ils n'ont plus jamais eu de nouvelles. Pascal Chauvet, il est né le 21 mai 1964 à Doux-la-Fontaine dans le 49. Il a disparu le 15 mai 2000 vers 16 h à Carpentras dans le 84. Il mesure 1,77 m. Il a disparu vers 16 h à Carpentras. Il effectue une tournée hebdomadaire. Il est VRP pour la société Robot Scoop. Il conduisait une Peugeot 306 break blanche, de location. Plus aucune nouvelle de Pascal ni du véhicule. Nicolas Monet. Il est né le 8 janvier 1971 à Lyon. Il a disparu le 11 juillet 2002 à Grenoble. Il mesure 1,80 m. Il est parti de chez lui en laissant une lettre d'adieu à son domicile. Nicolas Ruiz, 35 ans,
demeurant à Villars, a disparu près du barrage de Grandjean à Jambles dans la Loire. Il a disparu le 29 juin 2020, à midi. Les recherches autour de la retenue d'eau n'ont rien donné. Elles se poursuivent. Une enquête est ouverte par la gendarmerie de la Loire qui compte sur l'appui de chiens de race Saint-Hubert et envisage le recours aux moyens nautiques si nécessaire. Nadine Chabert, elle est née le 3 septembre 1969 à Istres, dans le 13. Elle a disparu le 10 juin 2003 à Fos-sur-Mer, dans le 13. Elle mesure 1,60 m. Elle partait pour quelques jours en stage professionnel. Aucune nouvelle de Nadine depuis ce jour-là. Nabil Briki, il est né le 4 octobre 1972 à Cannes. Il a disparu le 14 décembre 1996 à Mandelieu, la Napoule, dans le 06. Il mesure 1,70 m. Deux personnes sont venues le chercher à son appartement. Il est parti avec ces deux personnes. Depuis, plus aucune nouvelle de Nabil. Nabil reste introuvable depuis bientôt 27 ans. Sa famille espère toujours des réponses. Nabil a été vu pour la dernière fois par sa sœur, Nadia, tout proche de son appartement, à Mandelieu, en compagnie de deux hommes. Depuis, plus rien, seulement le silence et le temps qui s'arrêtent pour toute une famille, qui n'a eu de cesse de rechercher sa trace. En 2001, après que la piste de règlement de compte sur le fond de trafic de drogue ait été étudiée, un non-lieu est prononcé. On ne peut pas faire le deuil de Nabil tant que l'on n'a pas retrouvé son corps, souffle sa sœur Sherazade. Régis Artaud, il est né le 8 octobre 1974 à Nantes. Il a disparu le 2 novembre 2000 à Nantes. Il mesure 1,70 m. Il a disparu avec son véhicule de société, IS Service, une Citroën Saxo blanche. Il est parti le matin du 2 novembre avec la voiture de société. Il était diagnostiqueur gaz de France et devait visiter sa clientèle. Le soir, il n'est pas revenu. Aucun de ses clients ne l'a vu et son téléphone n'a plus fonctionné à partir de 7h30 ce matin-là. Régis Lechenot, 47 ans, habitant de Cussy-le-Châtel, dans le 21. Il a disparu le dimanche 12 juillet 2015 au soir. Pierre-Michel Stalder, il est né le 11 décembre 1965 à Rochennes dans le 67. Il a disparu le 2 septembre 1996 à Bichenne. Il mesure 1,70 m. Il a disparu avec sa Renault Clio bleue. Plus personne ne les a jamais revus. Philippe Guillemé, il est né le 3 août 1966 à Doux, La Fontaine dans le 49. Il a disparu le 5 décembre 1999 à Angers dans le 49. Il mesure 1,80 m. Il est parti le 4 décembre faire un tour. C'est la gendarmerie d'Étretat qui a retrouvé son véhicule sur un parking route du Havre, avec tous ses papiers et ses vêtements enfermés à l'intérieur. Depuis, il n'a jamais été revu. Sauveur Guérendian, né le 28 juillet 1967 à Ajaccio, Corse. Il a disparu le 23 mars 2000 à Ajaccio. Il mesure 1,65 m. Il n'a plus jamais été revu. Saber Crater, il est né le 10 janvier 1979 à Trappes. Il a disparu le 9 octobre 2004 à Bruxelles. Il mesure 1,85 m. Il a disparu vers 15 h. Sa voiture, une Mercedes 250D, ancien modèle, couleur bleu ciel, n'a jamais non plus été retrouvée. Jean-Luc Ferron, il est né le 27 février 1963 à Beaupro, dans le 49. Il a disparu le 25 juin 1998 à Paris. Il mesure 1,68 m. Il a disparu dans le 13e arrondissement et il a tout laissé derrière lui. Ses affaires, ses papiers d'identité, ses lunettes, sa famille et sans nouvelles depuis. Michael Fofana est né le 26 mars 1976 à Paris. Il a disparu le 5 novembre 2001 à Port-au-Prince, Haïti. Il mesure 1,80 m. Il est parti passer quelques semaines chez son grand-père à Port-au-Prince. Il exprimait son souhait de rentrer en France. Sa famille est sans nouvelles depuis.
Michel David, il est né le 13 mai 1953 à Saumur dans le 49. Il a disparu le 23 février 2004. Il mesure 1,62 m. Il n'a plus jamais donné de ses nouvelles. Michael Chemal, il est né le 10 septembre 1981 à Nice. Il a disparu le 4 janvier 2002 à Breil-sur-Roya dans le 06. Il mesure 1,80 m. Maurice Henriquet, il est né le 1er novembre 1948 à Saint-Pierre d'Albigny, dans le 73. Il a disparu le 15 septembre 2003 vers 23 h à Chambéry. Il mesure 1,73 m. Il a disparu vers 23 h à Chambéry. À la suite d'une chute, les sapeurs-pompiers de Saint-Pierre d'Albigny ont conduit Maurice aux urgences du centre hospitalier de Chambéry pour un traumatisme crânien. 1 heure après son arrivée, l'équipe médicale constate qu'il a quitté l'hôpital sans être vu. Vivant seul à son domicile, les enfants de Maurice ne seront avisés de sa disparition que 4 jours plus tard. Malgré les appels à témoins dans toute la région Rhône-Alpes, dans les structures hospitalières, il reste introuvable. Jacques Brunel, il est né le 24 avril 1962 à Craponne-sur-Arçon dans le 43. Il a disparu le 7 février 2007 à Villeurbanne dans le 69. Il mesure 1,75 m. Il a quitté le domicile de sa mère le dimanche après-midi. Depuis, ils sont sans nouvelles de lui. Suite à un appel à témoins dans la presse régionale, Jacques aurait été vu dans sa région. Était-il hébergé par quelqu'un? Sa famille l'ignore. Waldeck Dahlem, il est né le 17 mars 1977 à Beauvais dans le 60. Il a disparu le 6 décembre 1998 à Beauvais. Il mesure 1,90 m. Il est parti faire une promenade en ville. Depuis, sa famille est sans nouvelles de lui. Emmanuel Brett, né le 2 juin 1978 à Essier-les-Nancy dans le 54. Il a disparu le 5 février 2007 à Étretat dans le 76. Il mesure 1,80 m. Il a disparu après son travail. Il s'est rendu à Paris, puis au Havre, en train et Étretat, dans le 76 en car. Son sac avec ses effets personnels ont été retrouvés sur la falaise par des promeneurs. Depuis, sa famille est sans nouvelles d'Emmanuel. Michael Moulon, il est né le 4 juin 1982 à Plohermel dans le 56. Il a disparu le 29 décembre 2006 à Taupont dans le 56. Il mesure 1,74 m. Il est parti avec son véhicule, une 206 Peugeot XR 3 portes verte foncée. Sa famille est sans nouvelles depuis son départ. Sa voiture non plus n'a jamais été retrouvée. Nicolas Marmagne, il est né le 1er février 1971 à Paris. Il a disparu fin 1995 à Auxerre. Il mesure 1,73 m. Nicolas a disparu fin 1995 à Auxerre dans le 89. Sa voiture a été retrouvée par la gendarmerie en avril 1996 à Sens en 89. Depuis, sa famille n'a jamais eu de nouvelles de lui. Jimmy Albert, il est né le 1er mai 1980 à Nantes. Il a disparu le 21 décembre 2003. Il mesure 1,64 m. Il a disparu à 3h30 du matin à Nantes. Il a été vu pour la dernière fois à cette même heure devant le bar, le billard le Wilton, où il a passé un moment. Sa voiture est restée sur le parking en face du bar. Place du Champ de Mars à Nantes, où il l'avait garée avant d'entrer dans ce lieu. On le voit partir seul à pied, grâce à la caméra de surveillance située devant le bar. Depuis la nuit du 20 au 21 décembre 2003, sa famille et ses amis cherchent le moindre détail qui pourrait permettre de savoir ce qui lui est arrivé. C'était un jeune homme calme et sans histoire. Où est-il? Que lui est-il arrivé? Kevin Todd. Il est né le 23 décembre 1978 au Havre. Il a disparu le 17 juillet 2000 au Havre. Il mesure 1,85 m. Il est parti de son appartement sans ses papiers d'identité, sans argent et sans vêtements de rechange. Fragile psychologiquement, il avait fait part à sa famille de son intention de se rendre en Auvergne. Depuis, sa famille est sans nouvelles.
Martine Sanchez, elle est née le 3 juin 1971 à Negré-Pellelis, 82. Elle a disparu le 17 octobre 2002 à Saubrigue, dans le 40. Elle mesure 1,68 m. Depuis, sa famille est sans nouvelles d'elle. Laurent Duban, il est né le 12 juin 1979 à La Celle-Saint-Cloud, dans le 92. Il a disparu le 7 janvier 2001 à Issy-les-Moulineaux. Il mesure 1,78 m. Avec son scooter, il se promenait ce dimanche après-midi à 18 h. Il a laissé un message sur le répondeur téléphonique de son ami. Il allait bien à cet instant. Puis son téléphone portable ne sera plus détecté par les émetteurs. Son scooter n'a pas non plus été retrouvé. Marina Rossi, elle est née le 1er mai 1980 à Toulon. Elle a disparu le 6 mars 2001 à Toulon. Elle mesure 1,62 m. Depuis, sa famille est sans nouvelles d'elle. Aldina Santo Fatela Milheiro. Elle est née en 1944 à Capinha Fendeo, Portugal. Elle a disparu le 30 mars 2006 à Val de Perro Viseu, Vendao, Portugal. Elle mesure 1,70 m. Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Aldina a pu se rendre en Espagne sans s'en rendre compte. Sa famille la recherche désespérément. Elle a besoin d'aide en Espagne et au Portugal. Aldina a pu être admise dans une structure hospitalière. Christophe Védrine, il est né le 15 août 1977 à Cavaillon dans le 84. Il a disparu le 30 octobre 1998. Il mesure 1,75 m. Il a disparu entre Pernes-les-Fontaines dans le 84 et Carpentras. Vers 19h30, il rencontre un copain. Il se donne rendez-vous. 1 heure plus tard, Christophe part avec sa voiture. Il ne viendra pas au rendez-vous. Sa voiture sera retrouvée à Avignon dans le 84, dans le quartier des Deux Ponts, quelques jours plus tard, avec les clés sur la serrure extérieure de la portière. Malgré les recherches engagées, Christophe n'a toujours pas été retrouvé et l'énigme de sa disparition n'est toujours pas résolue. Beltoïse Godin Duverger. Elle est née le 2 mai 1975 à Loudéac, dans le 22. Elle a disparu le 29 avril 2007 à Loudéac. Elle mesure entre 1,72 m et 1,75 m. Elle a été vue dans Rennes, mais elle peut se trouver ailleurs maintenant. Depuis son départ, elle n'a pas donné de ses nouvelles à sa famille, qui est très inquiète. Paul Amiot, il est né le 13 mai 1927 à Chambol-Musigny, dans le 21. Il a disparu le 13 décembre 1927 à Beaune, dans le 21. Il mesure 1,65 m. Il a disparu vers 17 h de la maison de retraite Les Orpheliades de Beaune. Par nuit, brouillard intense et gel à -7 degrés, alors qu'il était sous une mesure de mise en sauvegarde, vu son état de santé. Ils sont sans nouvelles de lui depuis son départ, malgré les appels à témoins dans les médias de la région de Beaune. Noureddine Zedira, 20 ans, faisait du stop axe Bayonne-Nantes en 1980. Il n'a jamais été revu. Entre janvier 1980 et mai 2001, 6 jeunes femmes ont mystérieusement disparu de la Haute-Garonne, sans laisser le moindre indice solide permettant de retrouver leur piste. Elles avaient 24, 26, 29 et pour la plus âgée 38 ans. Dans leur sillage, des traces de sang, des voitures abandonnées, un sac à main ont été retrouvés. Mais ces objets n'ont jamais vraiment parlé. Existe-t-il un lien entre ces 6 disparitions? L'ombre de Patrice Allègre a longtemps plané sur 3 d'entre elles. Mais le 7 février 2007, les gendarmes ont écarté la piste du tueur en série toulousain à laquelle ils s'accrochaient pour tenter d'expliquer les disparitions d'Hélène Loubradou, Corinne Lazari et Martine Escaledas. Monique Régimbaud, disparue le 4 janvier 1980.
Emmanuelle Sanchez, une jeune coiffeuse de Colomiers qui n'a pas réapparu depuis le 28 mai 2001. Et Suzy Viguier, dont l'amant a perdu la trace dans une jolie maison du quartier de l'Ormeau à Toulouse, au matin du 27 février 2000, n'ont jamais figuré parmi les victimes potentielles du serial killer. Corinne Lazari, 29 ans, était une aide-soignante sans histoire particulière, jusqu'à ce que sa Renault vin blanche soit retrouvée abandonnée à Labarthe-Inard, près de Casères, le 2 mars 1992. Un homme de 50 ans, originaire de cette commune et incarcéré pour des viols en série, a longtemps fait figure de suspect numéro 1. L'enquête a également été rouverte sans succès, en 2002 dans le sillage de l'affaire Allègre. Le 8 décembre 1986, Martine Escaledas, 24 ans, est sur le palier de son appartement de la rue Tolosane à Romainville lorsqu'elle est probablement victime d'une sanglante agression. Les traces de sang retrouvées dans l'escalier et la description par un témoin d'un homme présentant une calvitie sur les lieux de la disparition déboucheront là encore sur l'ouverture d'investigations complémentaires pour tenter de confondre Patrice Allègre. La dernière à avoir aperçu Monique, vivante le 4 janvier 1980 vers 11h du matin, est une boulangère de la route de Narbonne, avec qui la jeune femme de 24 ans a échangé un bonjour avant de monter dans sa voiture. 8 jours plus tard, le véhicule sera retrouvé vide, sur les allées Jules Gens. L'impact de balle qui troue une des portières laisse d'emblée présager le pire. Une disparition, c'est toujours inquiétant. On peut toujours imaginer que c'est le fait d'un maniaque, mais on ne peut jamais exclure totalement que les gens aient simplement voulu changer de vie. Chaque jour, des gens disparaissent sans laisser d'adresse, explique un enquêteur de police. L'enquête sur la disparition d'Emmanuelle Sanchez, le 28 mai 2001, à Colomiers, illustre la difficulté d'élucider certaines disparitions. Elles sont suspectes par des faisceaux de présomption, mais l'absence de corps ne permet pas de conclure à un crime. Les enquêteurs ont fouillé plusieurs puits et points d'eau autour de Cornebarieux, après qu'un criminel eut reconnu plusieurs meurtres de femmes, dont il avait dissimulé le corps dans les puits en Languedoc-Roussillon. Ils ont également entendu Francis Capelleri, ce pervers sexuel condamné à plusieurs reprises pour des agressions mineures et incarcéré depuis octobre 2004 pour le viol et le meurtre de Lucie Gabarroca, une jeune femme d'Aussonne de 19 ans, le 10 juillet 2001. En dépit de fortes présomptions, il n'a jamais avoué être responsable de la disparition d'Emmanuelle Sanchez. Philippe Pignot, âgé de 13 ans, il a disparu le 25 mai 1980 à La Morte-sur-Isère. Il n'a jamais été retrouvé à ce jour. Ludovic Janvier, âgé de 6 ans, disparu le 17 mars 1983 à Saint-Martin-d'Air, n'a pas été retrouvé à ce jour. L'enquête est toujours en cours. Bruno Massé, il est né le 31 mars 1963. Il a disparu le 29 décembre 1980 à l'âge de 17 ans. Je vous lis un message de sa famille. Bruno, nous t'attendons toujours. Ta place est encore dans la maison et dans notre cœur. Tout le monde espère que tu vas bien. Bon baiser à toi, à ceux que tu aimes. Lionel Andre a disparu à l'âge de 20 ans en décembre 1981. Lionel est allé danser avec sa mère au Rétro, le dancing de la place Stalingrad sur la rive droite de Bordeaux. Depuis, plus aucune nouvelle de lui. À Cagnes-sur-Mer, Marie-Hélène Audoy avait 23 ans lorsqu'elle a disparu le 21 mai 1991. Avant de prendre la route en direction des Alpes de Haute-Provence, où personne ne l'a vue, cette visiteuse médicale avait laissé un mot à un client pharmacien. Bisous, à la semaine prochaine. Le 15 novembre 1993, Valérie Mathieu, 23 ans, n'a jamais réintégré le domicile de Villefranche-sur-Mer, partagé avec sa sœur Sandrine. Le 27 septembre 1997, Patricia, 33 ans, qui vivait seule avenue de la Lanterne à Nice, n'a plus donné de ses nouvelles non plus. Alain Rollier, né le 20 octobre 1951.
Il a disparu le 14 juin 1983, à l'âge de 41 ans, à Pleurtuis, dans le 37. Il n'a jamais été revu. Alain Gaudry, disparu le 27 avril 1984, à 16 ans. Il n'y a cependant pas vraiment de preuve qu'il soit un disparu de Mourbelon, et il n'est pas inscrit dans la liste officielle. Il est né le 19 septembre 67. Il a disparu exactement le 27 avril 1984. Léo Ballet, âgé de 6 ans, disparu le 19 juillet 1996, dans le massif du Taillefer, n'a pas été retrouvé à ce jour. Nadia Tagri, elle est née le 17 février 1983. Elle a disparu le 30 mars 2009 à Poissy dans le 78. Sa disparition a eu lieu entre le centre de formation Objectif Emploi, situé avenue Fernand Lefebvre, et la rue des Fauvettes, où elle réside à Poissy-Yvelines. Nadia est aussi et surtout la maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Rien n'est à même d'expliquer sa disparition. Le juge d'instruction chargé de l'enquête a rendu son dossier au parquet qui va classer l'affaire sans suite. Cette jeune femme âgée de 26 ans au moment des faits a mystérieusement disparu le 30 mars 2009 à Poissy. Fatia Moujane, elle a disparu le 11 avril 1992 à Camaret sur Aigues dans le 84. Elle a disparu mystérieusement, plus personne n'a eu de ses nouvelles. Nathalie Prince, elle a disparu le lundi 4 octobre 2021, quartier Bellevue à Fréjus. Elle a 55 ans, elle mesure 1,60 m. Alicia Almersch, elle a disparu mystérieusement le 12 novembre 2006. La jeune maman, alors âgée de 20 ans, était sortie de chez elle à Charleroi pour aller acheter du pain dans un night shop de la ville basse. Plus personne ne l'a revue depuis. Cindy Deveau a disparu le 1er juin 2010, à l'âge de 28 ans. Ce jour-là, à 18h30, Cindy a téléphoné à une amie et lui a annoncé son intention de mettre fin à ses jours. Elle lui a signalé qu'elle se trouvait près du cap de la Hève. L'amie a aussitôt donné l'alerte. Vers 19h15, la police a retrouvé la voiture de la jeune femme, vide, dans le secteur de Dollemare. Policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers se sont mobilisés pour la retrouver. Les recherches ont été levées à 22h40. Malgré énormément de recherches, elle n'a toujours pas été retrouvée. Maxime Fauchon, âgé de 23 ans, a disparu le 2 octobre 2021. Il a disparu de Saint-James dans le 50. Entre 10h et 10h30, Maxime a quitté le domicile de sa compagne à Saint-James et n'a plus donné de ses nouvelles depuis. Micha Ancinas, 21 ans, a disparu à Pertuis, dans le 84, le 25 août 2019. Micha n'a plus donné signe de vie depuis le 25 août. Il ne possède pas de voiture, ni le permis, mais peut se déplacer dans toute la France. Résidant à Pertuis, il a été aperçu à Cannes, mais aussi à Grenoble dans le 38 et Échirolles. Il a des attaches en Haute-Savoie 74, Pras-sur-Arly, Mégève, Salanches et Aménas. Romain Lanuzel, originaire de Lampol-Guimillot dans le 29, Romain avait 20 ans quand il a disparu le 13 novembre 2007 à Barcelone, où il était étudiant en Erasmus. Ce jour-là, il était 18h57 quand il a donné un coup de téléphone depuis le centre de la cité catalane. Et depuis, plus personne n'a eu de ses nouvelles. La famille a fait appel à l'enquêteur privé Jean-François Abgral et sa collaboratrice Sandrine Wattecan. Leurs investigations les ont conduits sur la piste d'un tueur en série qui prenait ses victimes en photo. Sur l'un des clichés, les parents de Romain ont reconnu leur fils. Mais selon la police espagnole, il ne s'agirait pas de Romain. Pour autant, la victime sur le cliché n'a pas été identifiée comme 87 des 90 victimes prises en photo par le tueur. En décembre 1978, Daniel Judic disparaît à Belle-Île-en-Mer.
Le 31 décembre 1978 au soir, la pharmacienne Daliel Judic disparaît sans laisser de traces. Sa voiture n'est jamais retrouvée. Installée depuis 18 mois sur l'île, cette femme de 26 ans vient d'acheter son officine à Palais. Elle passe sa soirée au réveillon en présence d'une vingtaine de personnes. Elle s'éclipse vers 22 heures au terme d'une altercation avec un homme. Elle serait rentrée chez elle et repartie. Elle n'a plus jamais été revue. En 1982, après avoir été opéré d'une tumeur au cerveau, un adolescent gravement malade a disparu du centre médical de Thènes, l'Ermitage en France, où il recevait des soins. Bruno Froment serait parti sans argent ni papier et on ne l'a jamais revu. Il a disparu le 19 septembre 1982. Bruno, 18 ans, a disparu juste un mois avant son 19e anniversaire. À l'époque, il recevait des soins dans un centre médical de la ville. Dans la Drôme, en France, selon sa famille, Bruno était gravement malade et venait d'être opéré d'une tumeur au cerveau. Bruno est né le 19 octobre 1963 dans la commune de Flongue. Flongue est situé dans le département des Ardennes. Il était l'un des nombreux enfants de Marie-Hélène et Jackie Froment. Bruno vivait apparemment encore à Flongue lorsqu'il a disparu. Il n'y a aucune autre information expliquant pourquoi il a été hospitalisé à Thènes, l'Ermitage, qui se trouve dans le département sud-est de la Drôme et à plus de 600 km de Flongue. Il semble qu'il ait pu être là-bas spécifiquement pour recevoir un traitement. Le centre médical où Bruno a été admis n'est nommé dans aucune source publique. En raison du manque de couverture médiatique et d'informations entourant la disparition de Bruno, on ne sait pas quelles méthodes officielles ont été utilisées pour enquêter. Sa famille était naturellement préoccupée par sa disparition et a fait divers efforts pour le rechercher. Ses parents se sont apparemment adressés aux forces de l'ordre pour obtenir de l'aide. En France, les disparitions d'adultes sans preuve d'un crime ou d'une autre circonstance inquiétante ne font généralement pas l'objet d'enquête par les forces de l'ordre. Un adulte a le droit de disparaître, volontairement. Dans les années 1980, les membres de la famille d'un adulte disparu, dont la disparition ne correspondait pas à ces catégories, pouvaient demander une procédure désormais abandonnée, connue sous le nom de RIF, Recherche dans l'intérêt des familles, dans laquelle la police tenterait de vérifier si la personne était vivante. Mais une enquête complète sur la personne disparue ne serait pas lancée. En raison des circonstances du cas de Bruno, il y avait une raison valable de s'inquiéter pour sa santé. Il serait probablement classé comme tel et justifierait une recherche complète. Mais il n'y a aucune information permettant de savoir si cela a été fait. Malgré de nombreuses recherches, la famille de Bruno n'a jamais eu de nouvelles de lui. Bruno est toujours porté disparu. Malheureusement, les deux parents de Bruno sont décédés ces dernières années. Sa mère en 2018 et son père en 2020. Mathieu Holbert, il est né en 1973. Il a disparu le 25 juin 1983, après avoir quitté son domicile à la bâtie des Péroules dans le 04, pour se rendre à pied à la Garde à 3 km de distance. Il n'a jamais été revu. Yanis Mor, il est né en mai 1986. Il a disparu le 2 mai 1989, de Ganagobi dans le 04. Un an et demi plus tard, en octobre 1990, les vêtements de l'enfant ont ressurgi bizarrement, disposés au pied d'un fourré. La chaîne que Yanis portait au moment de sa disparition était accrochée à la branche d'un arbre. Gérard Dalmas, 9 ans, est parti cueillir des champignons à Pera-Cava en 1958, sur les hauteurs de Lucéram, dans le 06. Il n'a jamais été retrouvé. John Bert, né en 1969, il disparaît dans l'après-midi du 3 novembre 1982, après avoir quitté son domicile à Théoul-sur-Mer, dans le 06, en vélo-cross. Il n'a jamais été retrouvé. Dylan Pénor a disparu en septembre 2004. Il a été vu pour la dernière fois avec sa mère à Puget-sur-Argent, dans le 83. Le 6 novembre 1982, Nathalie Massot, 14 ans, passe chez sa mère, Yolande Guyot.
L'adolescente a obtenu une permission de sortie du foyer pour mineurs où elle réside, la cité de l'enfance de Bron. La jeune fille vit là-bas parce que sa mère n'a pas les moyens de l'élever toute seule. Ce week-end, elle a prévu d'aller le passer chez sa grande sœur Evelyne, 19 ans. Sa maman lui offre 2 cadeaux avant son départ, une jupe blanche et une cassette de Serge Lama. Elle dit au revoir à sa mère en montant dans le bus qui la conduit à la gare Saint-Paul à Lyon. Le chemin habituel pour se rendre chez sa sœur. Le week-end se déroule sans signe de vie de la part de l'adolescente, ni de sa sœur. Le dimanche soir, un éducateur de la cité de l'enfance constate l'absence de Nathalie. La grande sœur Evelyne dit ne pas comprendre. Elle n'a jamais eu la visite de sa cadette et ignore où elle se trouve. La fugue va être privilégiée. La police lyonnaise ne perd pas de temps à chercher une adolescente qui fuit un foyer et sans doute sa famille. Mais dans la soirée du 5 janvier 1983, Evelyne, sa sœur, met fin à ses jours. Elle a laissé un mot à sa mère. « Pardon maman, je t'aime ». Evelyne est enceinte. La cause de son geste, elle ne supportait pas de porter un enfant non désiré ou dont le père refuse d'entendre parler. Mais en revanche, un détail prête à confusion. Dans l'appartement, les policiers retrouvent la jupe blanche, le gilet noir et la cassette de Serge Lama de Nathalie. La sœur a menti. Elle est bien passée chez elle. Malgré plusieurs investigations, elle est toujours portée disparue. Fabienne Slonsky a disparu le 6 novembre 2014 à Troyes dans l'Aube. L'enquête a été vite classée sans suite par la police, étant donné que ses chaussures ont été retrouvées dans le bras de la Seine qui longe la maison. Ils ont conclu qu'elle s'était noyée, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Sa fille lance beaucoup d'appels sur les réseaux sociaux pour retrouver sa mère et savoir ce qui a pu se passer. Jean Manenti, 44 ans, a disparu le 5 octobre 2007. L'ancien militaire s'est volatilisé, laissant son repas dans la cuisine, la lumière allumée dans l'entrée, et n'a plus donné signe de vie. Depuis 15 ans, sa femme et sa fille se battent face à l'administration. Le 5 octobre 2007, Jean Manenti, un ancien militaire de 44 ans, habitant Sarenbourg en Moselle, quitte son domicile avec sa voiture. Il doit se rendre à un rendez-vous sur lequel il reste flou. On sait seulement qu'il doit voir une jeune femme. Son véhicule sera découvert 3 jours plus tard, calciné sur un parking de la commune voisine de Reding, sans corps ni indice. Le conducteur ne sera jamais retrouvé. L'enquête discrètement menée par la police judiciaire de Metz pendant ces 5 années n'a guère permis d'isoler des suspects. Hugues Guton a disparu en 2013. Hugues Guton a disparu dans le secteur de Roche-la-Molière, dans la Loire. Sa famille est persuadée qu'il a été tué. Elle se bat depuis des années pour obtenir la vérité. Hugues a disparu le 30 novembre 2013. Il avait 50 ans. Il était aide-soignant à Saint-Chamond. Quelques mois avant sa disparition, il traversait une période un peu difficile. Il avait rencontré des marginaux de son quartier. Sa deuxième soirée, il l'a justement passée avec ces personnes, entendues à l'époque par les enquêteurs. Les marginaux racontent, selon la partie civile, que sur la route du plateau du Bissy, Hugues a finalement décidé de rentrer chez lui. Il est descendu de la voiture en chemin. Il n'a pas pu disparaître d'un coup de baguette magique. Il y a forcément des gens qui savent. Son frère n'a jamais cru à une disparition volontaire. Janine Koster-Manelli, 78 ans, retraitée de France Télécom, n'a pas donné signe de vie depuis le 30 juin 2013. Ce jour-là, elle a quitté son domicile de la place Verdun, à Roanne. Des voisins l'ont vue partir avec son sac à main, et depuis, plus rien. En janvier 2014, les plongeurs de la gendarmerie ont sondé le port de Roanne, le long duquel elle avait l'habitude de se promener. Pas de corps. Qu'est-il arrivé à cette jeune femme, au point de disparaître des radars? Disparition volontaire? Janine n'avait pas vraiment le profil. Malheureusement, faute d'éléments nouveaux, le dossier a été fermé. Marie-Ange Bilou. Elle a disparu le 5 mai 1985, à l'âge de 19 ans.
en faisant du stop à la sortie de Pont-Charrat pour se rendre à Chambéry. Elle n'a jamais été retrouvée. Malheureusement, je ne dispose pas de sa photo. Marie-Thérèse Bonfanti, âgée de 25 ans, elle a disparu le 22 mai 1986 à Pont-Charrat, alors qu'elle livrait des journaux. Elle n'a pas été retrouvée à ce jour. Ses affaires avaient été retrouvées dans son véhicule à proximité immédiate des lieux. Les gendarmes ont rapidement eu la conviction qu'il s'agissait d'un crime. Pourtant, après plusieurs mois de recherche active, l'enquête s'était soldée par un non-lieu. Le dossier a été rouvert en avril 2020, à la demande de la famille. Pascal Baudry, 51 ans. Il vivait non loin de la Flèche, dans la Sarthe. Il n'a plus donné signe de vie depuis janvier 2021. Il allait fêter ses 51 ans. Depuis, sa famille n'a plus aucune nouvelle, le moindre signe de vie. Tony Dubocage, 17 ans, a disparu à Fécamp dans le 76, le 7 décembre 1993. Le 6 décembre 1993, dans l'après-midi, Tony a pris un café avec sa mère avant qu'il n'aille faire un tour et qu'elle ne parte chercher son autre fils à l'école vers 16h30. En rentrant au domicile familial vers 17h30, Réjeanne a vu que Tony avait laissé un papier. « Ne t'inquiète pas, je vais rentrer tard ». Laisser un mot pour prévenir qu'on sortait le soir, c'était habituel, explique Sabrina, sa sœur. Mais le lendemain, à 7h30, Réjeanne trouve la chambre de son fils vide. Ses affaires d'école qu'il avait préparées la veille étaient toujours là. Sa mère a téléphoné au CFA du Havre où il était scolarisé en tant qu'apprenti charcutier. Malheureusement, aucune nouvelle. La famille prévient la police, mais ils ne prennent pas la disparition au sérieux. Les policiers sont persuadés qu'il s'agit d'une fugue, alors qu'on est une famille équilibrée, comme dira sa mère. Ça se passait bien à l'école et au sein de l'entreprise où il travaillait. Tony était un adolescent sans problème, il n'avait jamais fugué. Il était très renfermé, très réservé, mais depuis quelques mois, il commençait à sortir, à avoir plein de copains. On sortait d'ailleurs souvent ensemble, comme raconte Sabrina, sa sœur. En refaisant le trajet avec l'émission télévisée Perdu de vue, que Réjeanne avait contacté début 1994 et dont la diffusion avait créé l'émoi quant à l'image renvoyée de Fécamp, la famille apprend que Tony a passé une soirée alcoolisée avec des amis dans un bar fécampois, le Carolus. À l'époque, le patron avait dit que Tony avait tout payé. Il était très généreux, ajoute Sabrina, sa sœur. Dans cet établissement, Tony et ses copains auraient rencontré des personnes qu'ils ne connaissaient pas, des gens peu fréquentables. Avant de terminer la soirée dans un appartement, quartier de Ropono, Sabrina avait fait une enquête de voisinage en vain. Elle se souvient avoir pris entre quatre yeux Laurent, un copain de son frère avec qui il était ce soir-là. J'étais persuadée, comme elle le dit, et je le suis toujours, qu'il savait quelque chose. Il m'a juste répété que Tony l'avait raccompagné à pied chez lui. Il habitait place Thiers. Aujourd'hui, place du Général de Gaulle, avant que Tony ne prenne la direction de la maison, rue Léon Desgenetés, soit à 5 minutes à pied. Après les faits, une succession d'éléments troublants surviennent, selon la sœur de Tony. Des gens nous appelaient pour nous dire que Tony était décédé, pendu à un arbre ou encore qu'on l'avait retrouvé en morceaux. Une femme avait des révélations à faire à la mère de Tony, mais elle n'a finalement pas voulu parler après avoir été menacée. Un animateur d'une radio locale qui diffusait des messages pour retrouver Tony aurait subi des menaces et aurait déménagé. En pleine nuit, un jeune a toqué à la porte des Dubocage pour avoir des nouvelles de Tony. L'intrus a fini par partir en laissant un numéro de téléphone, qui se trouvait être celui d'un policier, raconte Sabrina. Après avoir contacté un voyant qui lui avait indiqué que son fils avait été ligoté à une chaise dans la cave d'une maison abandonnée près de la gare, la mère de Tony s'y était rendue avec le voyant et un policier hors service. Ils avaient constaté la présence d'une chaise et d'une corde dans la cave.
Avec Sabrina, les policiers accompagnés d'un chien ont bien fait le tour des lieux que Tony avait l'habitude de fréquenter. Mais cela n'a rien donné. Le 30 juin 1994, le parquet du Havre a envoyé un courrier à la mère de Tony, lui informant du classement de l'affaire. Depuis, Sabrina et sa mère persévèrent. Les annuaires épluchés, des photos placardées dans les gares, des diffusions à la radio. Sabrina poursuit ses recherches sur le net. Par ce biais, elle a fini par retrouver ce fameux Laurent qui ne lui répond pas. Pour moi, Tony est décédé, pas pour ma mère. Je veux juste connaître la vérité. Qu'on nous dise ce qui s'est passé, insiste Sabrina, qui compte écrire au procureur pour tenter de relancer l'enquête, malgré l'ancienneté des faits. Elle ne lâchera rien jusqu'à sa mort. Florence Blondel, 23 ans, a disparu à Paris. Malheureusement, je ne possède pas de photos. Philippe Lingre, 59 ans, a disparu à Lyon dans le 69, le 8 janvier 1984. Il n'existe pas de photos de Philippe. James Berquier, 47 ans, a disparu le 12 mai 1985 à Thonon-les-Bains. Malheureusement, je n'ai pas de photos de James. Jean-Loïc Briand a disparu à Paris le 6 mars 1985. Il était dans un état dépressif. Il aurait peut-être fait une demande de domiciliation en 1991 à l'Armée du Salut de Paris. Marie-Joseph Page, 29 ans, a disparu le 14 décembre 1985. Malheureusement, je ne possède pas de photos. Patrick Pelé, 49 ans, a disparu à Toulon dans le 83 en 2003. Depuis l'automne 2003, plus aucune nouvelle de Monsieur Patrick Pelé demeurant rue Groyard à Toulon. Il avait 49 ans. Maurice Loiserel, 16 ans. Il a disparu le 31 décembre 1985 à Boulogne-sur-Mer dans le 62. Malheureusement, je ne possède pas de photos. Toutes les disparitions que je vais vous énumérer, malheureusement, je n'ai pas de photos. Maurice Loiserel, 16 ans, Boulogne-sur-Mer, le 31-12-1985. Philippe Gerbe, 23 ans, Deville-en-Barne, dans le 95, le 10 juillet 1986. Franck Dertier, 24 ans, à Besançon, le 17 août 1987. Michel Boutin, 20 ans, Le Mans, le 13 janvier 1988. Éric Hartmann, 22 ans, à Paris, le 11 février 1989. Laurent Michenet, 20 ans, Pessac, dans le 33, le 23 février 1989. Patrick Biskupski, il avait 2 ans. Il a disparu le 11 janvier 1991 à Bordeaux. Kémid Larbi, 24 ans, a disparu au mois de février 1992 à Reims dans le 51. Malheureusement, il n'y a pas de photos. Gilbert Lamoulin, 42 ans, a disparu à Rennes le 10 septembre 1992. Neyaou Laya a disparu en 1994 à l'âge de 19 ans à Sevran en se rendant à son école située à Aubervilliers. Malgré une enquête de police et la diffusion de photos dans l'émission Perdu de vue sur TF1, ses parents et sa famille n'ont jamais reçu de signe de vie. Thomas Delru, 33 ans, a disparu le 30 janvier 2016. Avant de disparaître, Thomas, 33 ans, a laissé une lettre à ses parents et ces mots ne font qu'augmenter leur inquiétude. Je cite « Mes chers parents, ce que j'ai fait est inexcusable. Je vous demande juste d'essayer de me comprendre. Je ne mérite pas de vivre. » Il y raconte ensuite son mal-être et son désir de partir loin de la France, écrite sur une feuille A5, issue d'un bloc-notes. Cette lettre est gardée précieusement par le papa de Thomas, dans son magasin de location de 2 roues à Calvaire-sur-Mer. Francis et sa femme ne sont rendus compte de rien. Pourtant, le 30 janvier, jour de la disparition de Thomas, il est venu chez eux pour leur confier son chien.
Ils ne l'ont plus revu depuis. Avant de partir, le jeune homme laissait également un message sur la porte de son entreprise, une carrosserie. Il enverra ensuite la lettre à ses parents depuis les Alpes-Maritimes, début février. Il leur demande aussi de récupérer sa voiture, abandonnée dans un parking niçois. Professionnellement, tout fonctionnait bien pour Thomas, mais il venait de vivre une rupture amoureuse. Depuis quelques mois, il n'allait pas très bien, selon son père. Aujourd'hui, la vie est difficile pour Francis et sa femme. Majeur, Thomas a le droit de partir sans donner de nouvelles. Aujourd'hui, le quotidien est difficile pour Francis et son épouse, mais ils espèrent toujours revoir leur fils. Tania Monta a disparu le 27 février 2017, à l'âge de 16 ans. Elle a quitté sa résidence située dans l'arrondissement Cartierville le 27 février. Au moment de sa disparition, elle portait un manteau noir et rouge et des bottes beige. Malheureusement, Tania pourrait avoir de mauvaises fréquentations. Thomas Tremblay a disparu le 24 novembre 2016. A priori, le jeune homme aurait fait une fugue. Il pourrait se trouver à Trois-Rivières ou dans une autre région de la Mauricie. Dans la nuit du 27 au 28 janvier 1994, Didier Seignol disparaissait après un entraînement de foot à la 12 en Dordogne. La dernière personne qui l'a vu et identifié formellement était un membre de son équipe de football. Le 27 janvier, Didier revient de Bordeaux après avoir passé un entretien d'embauche. Il se rend à son entraînement de football et doit ensuite retrouver ses parents à leur domicile, à la 12. Un de ses coéquipiers l'aperçoit à l'issue de la séance de sport, debout à côté de sa voiture, stationnée non loin du domicile familial. C'est la dernière fois que Didier est reconnu. Le lendemain, le 28 janvier, le véhicule de Didier est retrouvé sur le parking de la gare de Versanne, à la 12. Une information judiciaire est rapidement ouverte pour enlèvement et séquestration, mais aucune piste n'aboutit, pas même un passage de ses proches dans l'émission Père Dudu de Jacques Pradel. En janvier 2018, la mère du disparu, Marie Seignol, écrivait à Sud-Ouest pour demander des nouveaux témoignages, notamment de personnes ayant appelé après son passage dans la fameuse émission. Car entre-temps, aucune piste creusée par les gendarmes de Périgueux n'a abouti. En 2004, la section de recherche de Bordeaux reprend le dossier, mais le dossier sera classé 5 ans plus tard. En 2014, ce sont les gendarmes de Périgueux qui reprennent le dossier, utilisant les nouvelles ressources de la police scientifique. Fouillent la décharge municipale de la 12, sans que cela n'aboutisse. Lorsqu'il était à Bordeaux pour son entretien, la veille de sa disparition, Didier avait réglé 3 cafés et 3 petits déjeuners. Quelles étaient les 2 personnes qui l'accompagnaient à ce moment-là? Ont-elles un lien avec sa disparition? Plus de 2 décennies plus tard, impossible de retrouver les témoins de cette matinée. Abdel Mounaïm El Haddadi, il a disparu en 2003. C'est une affaire non résolue qui laisse une famille entière depuis 18 ans sans réponse. Il a disparu exactement le 15 janvier 2003. Sa famille relance la justice et souhaite qu'une enquête soit ouverte afin de connaître enfin la vérité. Narumi Kurosaki, une japonaise de 21 ans, a disparu dans la nuit du 4 au 5 décembre 2016 à Besançon. Son corps reste introuvable, mais les enquêteurs français sont persuadés de sa mort. Le seul suspect, son ex-petit ami chilien, Nicolas Cepeda, extradé en France le 23 juillet 2020, est jugé pour assassinat devant la cour d'assises du Doubs, à Besançon, du 29 mars au 12 avril 2022. Lydie Lauger a disparu mystérieusement le 18 décembre 1993, à l'âge de 29 ans. Elle vient de divorcer et vit seule à Saint-Christophe-le-Jajolais, un petit village de l'Orne. Le jour de son enlèvement, Lydie passe la journée à faire des courses de Noël à Argentat avec l'une de ses amies, racontent les sœurs de la disparue. Elle est rentrée chez elle vers 19h et a passé plusieurs coups de fil. Elle commence par appeler son propriétaire, puis sa tante et enfin ses beaux-parents, pour parler avec son fils.
Elle vient d'acheter un sapin qu'elle prévoit de décorer avec lui. Plus tard dans la soirée, l'une de ses sœurs cherche à la joindre, sans succès. Lorsque le lendemain matin, l'ex-mari de Lydie se rend à son domicile pour lui ramener son fils, la porte est fermée à clé. La voiture de son ancienne épouse est garée devant le garage, avec les clés sur le contact. 2 jours plus tard, mardi 21 décembre, la famille décide de se rendre sur place avec le propriétaire. À l'intérieur, le lit n'est pas défait, du linge attend d'être sorti de la machine à laver et les chauffages sont allumés. Aucune trace de Lydie qui semble s'être volatilisée. En mars 1994, un juge d'instruction est désigné et lorsque des gendarmes retrouvent un corps découpé en morceaux dans une rivière de la région, tout le monde s'attend à apprendre la vérité sur le cas de Lydie. Mais le corps de la jeune femme est rattaché à une autre affaire. Un premier non-lieu dans l'affaire Lauger est rendu le 12 août 1998. Mais la date de la disparition de Lydie Lauger intrigue. Elle ferait partie de la décennie entre 1990 et 2000, où aucune victime de Michel Fourniret n'a été répertoriée. Pourtant, selon une source proche du dossier cité par l'AFP, à cette époque, le fils de l'ogre des Ardennes vivait dans la région où habitait également Lydie Lauger. Pascal Legrand, 55 ans. Il a disparu le 28 juin 2019 de l'hôpital de Creil. Il est parti à pied, sans papier, sans téléphone, quasiment sans argent. Sa famille, inquiète, le recherche. Âgée de 18 ans, Adèle Kifani a disparu le 16 avril 2009, en fin de matinée, après avoir quitté le domicile familial pour retrouver ses amis et boire un verre dans un bar situé à quelques dizaines de mètres. Quelques jours plus tard, le parquet de Valence ouvrait une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Finalement, début 2013, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble confirmait l'ordonnance de non-lieu qui avait été rendue en mai 2012 par le magistrat instructeur valentinois. Le dossier d'Adèle Kifani est retenu par la cellule Ariane. Stéphane Chemin, 33 ans, a disparu à Bourg-d'Oisson. Il a disparu le 24 septembre 2012 sur la commune. Ce jeune homme de 33 ans souffre de schizophrénie depuis une dizaine d'années et était en phase de crise lors de sa disparition. Ce jeune homme placé sous curatelle n'est pas porteur de documents d'identité qui permettent de l'identifier facilement. Il ne dispose d'aucun moyen de paiement et ne possède pas de téléphone portable. Nicolas Suppot, 31 ans, a disparu à Échirolles dans 38, le 15 septembre 2010. Sa famille est toujours sans nouvelles de Nicolas. Le 15 septembre 2010, Nicolas, ouvrier spécialisé dans une entreprise fabriquant du matériel paramédical à Échirolles, a pris sa pause de midi, a salué ses collègues et s'est comme volatilisé. Dans son appartement du cours de la Libération à Échirolles, toutes ses affaires ont été retrouvées. Ses vêtements, ses valises, sa carte bleue. Son téléphone s'est arrêté d'émettre en milieu de journée, ce 15 septembre 2010. Yves Suppot arpente la région et la France à bord de son camping-car pour tenter de retrouver un indice qui le mettrait sur la piste de son fils disparu. Il n'était ni dépressif ni fugueur. Il avait simplement traversé une période difficile après une rupture amoureuse. Le type de difficulté que chacun peut avoir à connaître un jour. Son téléphone s'est arrêté d'émettre en milieu de journée, ce jour-là. En avril 2014, la juge d'instruction chargée de travailler sur cette disparition inquiétante a clos l'information judiciaire, faute d'indices nouveaux auxquels raccrocher l'enquête. Hugo Raffi, 28 ans, a disparu à Albertville dans 73, le 15 juin 2012. Hugo, 28 ans, est parti de chez lui, sans portable, sans argent et sans papier, et a mystérieusement disparu. La famille a demandé que des investigations complémentaires soient effectuées, et une enquête a de nouveau été ouverte. Florent Bonnet, 37 ans, a disparu à Bourg-Saint-Maurice dans le 73, le 18 janvier 2014.
Il a été vu pour la dernière fois avec sa moto. Il a fait un plein d'essence payé avec sa carte bleue, qui ne sera jamais plus utilisée. Le soir de sa disparition, sa moto était aperçue par un motard sur un parking, à l'entrée du tunnel de Sciez, sur la route nationale 90, commune de Montgiraud, 73 210. On retrouvera sa moto le dimanche 19 janvier, sur sa béquille, avec le casque posé sur le réservoir, avec à proximité un sac à dos. Aujourd'hui, sa famille est toujours sans nouvelles de Florent. Il réside depuis 2011 dans la cité Beauraine, travaillait comme commis de cuisine, probablement sans être déclaré. Le lieu de son activité professionnelle n'est évidemment pas connu. La date précise de sa disparition n'a pas pu être déterminée. D'où la difficulté des recherches, d'autant que le disparu n'avait aucune famille à Bourg-Saint-Maurice, pas de relations sociales et vivait seul dans un studio. Sidney Font a disparu en septembre 2014. Cet homme de 42 ans, qui avait quitté son domicile en emmenant son ordinateur portable, avait disparu à Caluire le 30 septembre 2014. Sa famille, habitant à Drumetas, en Savoie, se demande s'il n'a pas croisé le chemin de Nordanne-le-Landais, car il se déplaçait beaucoup par Blablacar. On sait aussi qu'il a acheté un billet SNCF le jour de sa disparition, sans qu'on en connaisse la destination. Dans cette affaire, une information judiciaire a été ouverte fin mai. À ce jour, Sidney est toujours porté disparu. Gabriel Ferchal, 25 ans, et Julien Boulil, 26 ans. Ils ont disparu sur le secteur de Rognes, dans le 13, le 3 décembre 2019. Gabriel et Julien sont partis en voiture, une Volkswagen Passat grise de Réveste du Bion, dans le 04, vers 21h-22h. Leurs téléphones ont borné sur le secteur de Rognes, dans le 13, vers minuit 46, le 4 décembre 2019. Depuis, leurs téléphones sont éteints. Roger Van Poek, 64 ans, originaire de Belgique et porté disparu depuis le 28 mai. Il est maniaco-dépressif et actuellement très confus et par conséquent s'est retrouvé à Montreuil en France, sans ses médicaments. Sa voiture a été retrouvée le 1er juin à Rosny-sous-Bois. En vérifiant ses transactions bancaires, sa famille a découvert qu'il avait effectué un achat à Chelles et à Marne-la-Vallée le 1er juin. Daniel Culeza a disparu à Versailles dans le 78 depuis le 13 ou 14 mai 2020. Daniel est SDF depuis plusieurs années, après avoir quitté la Pologne. Il fréquente habituellement le quartier Notre-Dame à Versailles, où il a été vu pour la dernière fois. Il est susceptible de se trouver partout en Île-de-France. Il souffrirait de troubles psychiatriques et aurait des difficultés à s'exprimer en français. Florence Martin a disparu le 9 février 2019, entre 16h et 17h. Cette femme âgée de 50 ans a quitté son domicile de la chapelle Saint-Mesnin, entre 16h et 17h. Dépressive, elle a laissé à son domicile ses papiers d'identité et son téléphone portable. C'est sa famille qui a donné l'alerte quelques heures après sa disparition. Des recherches ont déjà eu lieu, notamment avec des chiens pisteurs. Malheureusement, à ce jour, elle reste introuvable. Laurent Devrede, 16 ans, a disparu le 10 août 1987, près du lac de Pellotier. Claude Hervaux a disparu le 27 novembre 1978, à la gare de Gap. La monitrice devait aller au Club du Soleil à Orsières. Elle n'a jamais été retrouvée. Christelle Thomas, 31 ans, a disparu à Briançon dans le 05, dans la nuit du 23 au 24 mai 2000. Elle est partie de chez ses parents qui habitent Briançon. Elle n'a rien emporté, ni argent ni papier. Elle souffrait a priori de graves problèmes psychologiques. Patrick Convert, il a disparu dans le massif des Écrins dans le 38, depuis le 14 juin 2014.
C'est un randonneur de 50 ans, originaire du Rhône. Il est parti le 14 juin 2014 pour parcourir le GR 54 depuis le bourg d'Ouessant. L'itinéraire fait une boucle autour du massif de l'Ouessant et des écrins sur une distance de 176 km qui se parcourt en 10 à 12 jours. Le point culminant étant le col de Loppe-Martin à 2761 mètres dans les Hautes-Alpes. Il aurait dû ainsi rentrer le 27 juin, mais personne n'a eu de ses nouvelles. Des recherches ont été menées suite à sa disparition, qualifiée inquiétante par le procureur de la République de Gap. La dernière position connue de Patrick est la cabane de Jasse-la-Croix, qui sert de base de recherche aux unités iséroises et hautes-alpines, pilotées par le peloton de gendarmerie de montagne de Briançon. L'itinéraire passe par les refuges du Pré de Chaumette, Vallonpierre, Villars-Loubière, des Souffles, puis dans l'Isère, le désert en Valjouvray, Valsenestre, la Muselle et le col du Valmont. Malheureusement, il n'a pas été retrouvé à ce jour. Dans le champ Sort à Poligny, Jean-François Sénégal partait en promenade le 11 mai 2016. Parti de la maison de ses parents. Il est porté disparu depuis. Le 13 février 1992, Jackie Blenven a posté sa dernière carte postale au Pakistan. Comme chaque semaine, le coureur parti de Plabennec pour accomplir un tour du monde en courant avait écrit quelques mots pour donner de ses nouvelles. Ensuite, plus rien. Jackie a disparu sans que personne n'ait la moindre idée de ce qui lui est arrivé. Jackie a quitté Plabennec le 14 septembre 1991. Il voulait parcourir le monde en courant 50 000 km et 60 pays à traverser, à la force de ses mollets. Tous ses potes étaient venus pour le départ. Jackie s'était entraîné pendant des mois. Il a vécu avec un sac de 15 kilos sur le dos pour s'habituer. L'itinéraire était dessiné. Il avait même expédié des chaussures dans des ambassades ou des consulats pour remplacer celles qui allaient s'épuiser sur les pistes et les chemins. Il avait pensé à tout. Tout était prévu, programmé. Sauf l'impensable. Le 29 janvier 1992, Jackie entre au Pakistan. Il a déjà couru plus de 5000 km. Ici, il est interdit de courir en short, griffonne-t-il sur une carte. Jackie trottine dans une zone de guerre. Il est coincé entre la frontière afghane et l'Iran. Les Maris réclament leur indépendance et s'opposent au pouvoir en place. La situation est tendue. En Bretagne, ces deux dernières cartes écrites le 13 février arrivent au courrier. Puis, les boîtes aux lettres demeurent désespérément vides. Plus un mot. Après 2 ou 3 semaines, l'angoisse gagne la famille et les amis de Jackie. L'ambassade du Pakistan est alertée. Personne ne sait ce qui est arrivé au coureur breton. Jackie a-t-il été arrêté par les forces de l'ordre local? De nombreuses rumeurs ont circulé. On a dit qu'il courait en short dans un pays où la pudeur est en règle. On a aussi rapporté qu'il aurait été soupçonné d'espionnage. Des Pakistanais qui l'hébergeaient l'auraient dénoncé parce qu'il écrivait tous les soirs. Les carnets auraient été saisis et un traducteur réquisitionné. Après examen, il aurait affirmé que les textes n'étaient rédigés ni en français ni en anglais, peut-être donc une langue codée. C'était sans doute du breton. Jackie aurait pu aussi tomber entre les mains de chefs de guerre, chuter dans une montagne, nul ne le sait. Les amis de Jackie sont allés enquêter sur place. Ils ont retrouvé sa trace à Sibi. Ils savent qu'il a quitté son hôtel. Il a été vu un peu avant la tombée de la nuit dans un magasin de pâtisserie où il a acheté des gâteaux. Mais leur piste s'arrête là. Ils ont remué ciel et terre, organisé des manifestations à Paris devant l'ambassade du Pakistan. Le mystère malheureusement demeure. Tous redoutent qu'il ne soit mort depuis longtemps. Mais aucun de ses proches ne peut s'empêcher d'espérer le voir apparaître un jour, son éternel sourire sur les lèvres, trottinant au bout du chemin. C'est la fin de cette vidéo. Malheureusement, il en reste énormément encore qui sont complètement dans l'oubli. Peut-être qu'un jour, je ferai une 3e partie.
Je m'excuse de ne pas avoir parlé de tout le monde. Je suis de tout cœur avec toutes ces familles et j'espère qu'un jour ils auront des réponses. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.